Bonjour à tous, je suis Anne-Laure Chatin, masseur kinésithérapeute depuis 2006 et je travaille actuellement au Centre Expert du Mouvement à Lyon et j'ai en parallèle une activité de recherche, développement et formation au sein d'Aliane. Le thème de ce soir est donc la rééducation post-opératoire du genou. Quel est le rôle du cerveau? On part sur une présentation d'environ 20 minutes, vous pourrez poser toutes les questions, je prendrai le temps d'y répondre à la fin. Vous aurez également l'envoi de la présentation sur demande. Vous aurez également l'envoi de la présentation sur demande. Voilà. Donc, sidération du quadriceps, co-contraction musculaire, instabilité sagittale, flexum actif ou valgus dynamique, ce sont certainement des choses que vous avez rencontrées dans vos prises en charge au sein de votre cabinet ou dans les prises en charge SSR. Ce sont des choses pour lesquelles vous avez pu apporter des solutions. Vous avez parfois obtenu des résultats et parfois non. Et pourtant, vous avez mis en place les mêmes pratiques. Vous avez fait de votre mieux et vous avez parfois pas obtenu de résultats satisfaisants. Il faut qu'on aborde cette notion d'inhibition motrice. Pour effectuer un geste, on a un certain nombre de contractions qui vont se mettre en place avec une coordination bien définie. On est donc sur une activation temporelle des muscles. Dans le cadre d'une inhibition motrice, on a une modification de cette coordination de muscles. L'inhibition motrice, c'est une mise en réserve des capacités musculaires qui va intervenir suite à un traumatisme qui peut être dû où il va y avoir soit une inactivation musculaire par une immobilisation prolongée, comme par exemple dans les suites d'une chirurgie, soit un blocage psychologique qui résulte d'un traumatisme physique, où le patient va être en évitement, en appréhension. Il faut savoir que 50% des chirurgies post-opératoires du ligament croisé antérieur ont une peur de la récidive, ce qui les limite dans le retour à l'activité. Donc dans cette inhibition motrice, qu'on va retrouver, c'est que on va avoir un enchaînement qui va être dysfonctionnel. Au niveau des données de la littérature, on a une étude de 2005 qui montre que, par exemple, sur l'instabilité chronique de cheville, on a une activation des fibulaires qui est retardée par rapport à un schéma, à un pattern moteur normal où il devrait plutôt intervenir en premier lieu. Dans l'inhibition motrice, ce qu'on constate aussi, c'est une perturbation de la qualité de la contraction musculaire. Dans une étude de 2014, cette fois-ci faite sur les atteintes méniscales, il est constaté une perte de force de 23,6% dans les suites d'une atteinte méniscale sur le quadriceps par rapport au côté contralatéral. Et dans les suites d'une immobilisation de 45 jours, on a une perte de force de 30%. Donc les conséquences de cette inhibition motrice, c'est-à-dire ce que vous allez pouvoir avoir en cabinet ou en centre, vous allez constater une atrophie musculaire, vous allez pouvoir, le patient va vous décrire une gêne dans la stabilité de l'articulation, dans sa fonction. En général, on est sur une rééducation qui traîne, qui est gênée dans le renforcement musculaire. On a une perturbation du schéma moteur de contraction avec des co-contractions, des sidérations et une douleur persistante qui a tendance à passer en chronique. Les outils que vous allez en général mettre en place dans votre prise en charge et qui sont référencés au niveau de la littérature pour le traitement de ces inhibitions motrices, on a les plateformes vibrantes et oscillantes. Avec la plateforme vibrante, c'est le power plate, et la plateforme oscillante, c'est tous les plateaux de Freeman et dérivés, qui montrent une amélioration de la qualité d'activation du quadriceps. On a également la cryothérapie, qui permet en fait une fenêtre thérapeutique de 60 minutes, permettant à ce moment-là une meilleure activation musculaire. On a également l'activité physique, avec entre autres le travail de Jones, qui vise à fatiguer le système nerveux central pour modifier le seuil d'excitabilité et la réponse réflexe du tendon, donc là en l'occurrence des ischio-jambiers, afin de permettre de lever l'inhibition motrice du quadriceps en contrant la contraction réflexe de la chaîne postérieure. Donc c'est très utilisé dans le cas des co-contractions. En ce qui concerne l'électrostimulation, on a une efficacité qui a été montrée toujours dans la littérature sur l'inhibition motrice jusqu'à 30 minutes après l'arrêt du traitement.
Et enfin, le biofeedback UMG, qui nous montre une amélioration de la puissance motrice, de la récupération fonctionnelle et de la récupération de la marche. Et le cerveau dans tout ça. Julian de Ajuria-Guerra, qui était un neuropsychiatre et psychanalyste, qui a d'ailleurs contribué à l'émergence de la psychomotricité, émet l'hypothèse comme quoi le désordre moteur n'est pas d'origine déficitaire, mais provient d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice. C'est-à-dire que la mise en place de ce mécanisme d'inhibition motrice serait plutôt au niveau de la base de la conception de la commande motrice. Il ne faut pas oublier que tout ordre moteur vient d'en haut, c'est-à-dire du cerveau. Donc dans l'inhibition motrice, on peut avoir deux visions. Dans les suites d'un traumatisme, il se met en place un mécanisme qui est temporaire et qui est normal d'inhibition du mouvement. C'est un mécanisme naturel de protection qui serait causé par une diminution de l'activation des récepteurs sensoriels par des facteurs comme un épanchement de synovie, une hémarthrose, une raideur ou une atteinte des articulations périphériques. C'est-à-dire qu'on évite de bouger l'endroit qui fait mal. Sur le plan cortical, donc sur une vision plus proximale, l'action motrice enclenchée par le cortex va être filtrée par les ganglions de la base et le thalamus, qui vont bloquer les actions quand elles sont inadaptées ou non sécurisées. Au bout d'un certain temps, le défaut d'utilisation temporaire de ce muscle va créer un effacement progressif de sa représentation corticale, ce qui fait que la représentation corticale, on va dire, normale de contraction va s'effacer, et l'inhibition par le thalamus va persister, alors même qu'elle n'a plus lieu d'être, alors même que normalement, les suites opératoires sont passées, que l'immobilisation a été levée par exemple. On est donc sur une modification du pattern moteur à ce moment-là. Comment ça se passe au niveau de la commande motrice? On a d'abord une première étape où on a des afférences extéroceptives, c'est-à-dire sensorielles, qui vont arriver au niveau du cortex pariétal. Alors attendez, je vais prendre le petit stylet, on y verra plus clair. Voilà. Donc des afférences extéroceptives, c'est-à-dire sensorielles, qui arrivent par la voie directe au niveau du cortex pariétal, ce qui correspond ici, pour donner les premières données sur le mouvement. En parallèle, on a des afférences proprioceptives qui, elles, vont utiliser la voie réticulo-thalamo-corticale. Ce cortex pariétal va alors élaborer une sorte de brouillon du mouvement qui va transmettre au cortex préfrontal et au cortex frontal, à ce niveau-là. Ce cortex préfrontal et préfrontal vont créer, eux, un premier jet toujours de ce schéma de mouvement, qui vont soumettre à la régularisation à un filtre au niveau des ganglions de la base et du thalamus, c'est-à-dire sur cette zone ici. Ce ganglion de la base et du thalamus vont évaluer ce premier jet de commande motrice, et si ce premier jet de commande motrice est en adéquation avec les capacités physiologiques qui ont été intégrées auparavant, ils vont passer à la phase d'exécution et envoyer dans ce cas-là ces données-là au niveau des aires motrices supplémentaires et des aires prémotrices, ici, qui, elles, vont définir la force et l'intensité du mouvement, ainsi qu'au niveau du cervelet, pour la coordination. Le tout va donc transiter au niveau du cortex moteur primaire à proprement parler, qui lui va donner le feu vert pour l'exécution du mouvement, où l'information va passer donc au niveau du tronc cérébral et de la moelle épinière, pour ensuite arriver au niveau du motoneurone musculaire, et donc de l'activation du muscle responsable de la commande musculaire. Responsable du mouvement, pardon. Dans le cadre de notre inhibition motrice, on a un souci au niveau de cette zone de filtrage des ganglions de la base et du thalamus, ici. Où en fait, eux, comme je vous l'ai expliqué dans la vision proximale d'une inhibition motrice, ils ont enregistré comme quoi ce mouvement-là n'était pas réalisable. Donc ils vont recevoir un brouillon et un premier jet de mouvement, mais
dans leurs données, il y a un ordre et un contre-ordre, et ils vont bloquer cette exécution de mouvement parce que dans leurs données, on est sur un mouvement qui ne rentre pas dans les capacités physiologiques de l'articulation, qui ne rentre pas dans les possibilités d'activation musculaire parce que générateur de douleur, parce que est immobilisé, donc n'a pas le droit de bouger. Quelles sont les capacités physiologiques de modification au niveau du cortex? C'est-à-dire quels remaniements cérébraux peut-on avoir? On va donc parler de neuroplasticité. On a une plasticité qui est dite activité dépendante, c'est celle qui correspond à l'apprentissage. Le fait d'effectuer un mouvement plusieurs fois permet de l'ancrer, d'où l'intérêt de travailler en situation, en contexte. On a une plasticité de compensation spontanée. Donc, dans les suites d'un traumatisme, il y a une réorganisation spontanée du réseau qui se met en place, avec entre autres l'utilisation de voies polysynaptiques corticulo-réticulo-spinales. Cela va permettre de développer un nouveau schéma moteur qui peut être positif ou négatif, comme par exemple le cas d'une boiterie. Quand on est sur ce schéma moteur dit négatif, on est effectivement sur notre inhibition thalamique. Dans ce cas-là, il va falloir qu'on désapprenne le mouvement pour ensuite le réapprendre, ce qui est extrêmement facile en mental et quasiment impossible en moteur. Donc le travail d'imagerie mentale, en fait, va permettre d'orienter cette plasticité de compensation spontanée. On va donc parler de reprogrammation neuromotrice, mais sur une vision un petit peu différente de celle que vous connaissez peut-être. C'est un procédé qui permet de modifier, corriger ou acquérir un automatisme moteur. Vous connaissez certainement la reprogrammation neuromusculaire qui travaille sur les récepteurs proprioceptifs. Là, l'objectif ici est de modifier le mouvement au niveau de la jeunesse corticale plutôt que d'intervenir à l'étape finale du geste. Cette reprogrammation neuromotrice se base sur un trépied, des sensations proprioceptives tout d'abord, afin de permettre une prise de conscience des muscles impliqués dans le mouvement et l'acquisition des sensations, c'est de la reprogrammation neuromusculaire. Un travail en imagerie mentale afin d'activer les zones cérébrales responsables du mouvement et une intégration corticale des sensations proprioceptives. Et enfin, l'utilisation de sons de basse fréquence afin d'installer durablement le mouvement à modifier avec un ancrage sous-cortical. Au niveau des sensations proprioceptives, donc dans un premier temps, on a fait notre recherche des inhibitions motrices afin de déterminer avec le patient qu'est-ce qui modifie l'exécution du geste. Dans le cas d'inhibition motrice, on a en général une diminution du recrutement du ou des muscles principaux qui sont responsables du mouvement, et par contre, on a un recrutement plus important des muscles environnants. On va donc chercher à comprendre la mise en place de ces mécanismes de compensation. Pour cela, on effectue une analyse biomécanique visuelle avec support vidéo ou photo, ainsi qu'un bilan quantitatif et qualitatif. Dans un deuxième temps, on va effectuer le travail proprioceptif à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va demander au patient de décrire précisément son ressenti dans les sensations de son geste, tout d'abord qui ne va pas. On va lui demander de nous décrire en termes de fluidité, de qualité de recrutement musculaire, de force, de puissance, d'explosivité, en ce qui concerne la capacité musculaire, mais également de capacité de résistance, d'endurance, mais aussi de perception de la stabilité, de la précision, que ce soit en chaîne cinétique ouverte, en chaîne cinétique fermée, sur un travail concentrique, excentrique, isométrique. Bref, on est sur tout un travail des perceptions kinesthésiques et statesthésiques. Vous vous souvenez qu'on a besoin de tout ce travail des perceptions, puisque les aires motrices supplémentaires et prémotrices vont définir la force et l'intensité du mouvement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de recueillir toutes ces informations-là. En parallèle, on va faire le même travail en miroir sur le membre sain, sur le ressenti du mouvement, toujours pareil, en termes de force, contraction et qualité du recrutement. On va ensuite
transformer ces sensations proprioceptives en images motrices. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser de l'imagerie mentale? On ne peut pas dire que le cerveau ne sait pas faire la différence entre un mouvement imaginé et un mouvement réellement effectué. Donc ça, c'est le mouvement imaginé, là ici en turquoise, et le mouvement réellement effectué en violet. Mais sur le schéma du bas, apparaît en bleu foncé la superposition entre mouvement imaginé et mouvement réellement effectué. On voit qu'elle n'est pas parfaite, mais la superposition est quand même assez importante. Et surtout, on est sur toutes les zones qui sont sur l'étape de préparation à l'exécution du mouvement au niveau du cortex. On peut donc parler d'équivalence neurofonctionnelle, corticale, entre le mouvement réalisé et le mouvement imaginé. Et c'est pour ça que le travail en imagerie mentale va être particulièrement efficace. De nombreuses études, que ce soit Anakawa en 2008 ou les autres en 2012 et enfin Guillot en 2014, nous montrent ces équivalences neurofonctionnelles. On a également des équivalences neurovégétatives entre un mouvement réellement effectué et un mouvement en imagerie mentale, que ce soit au niveau de la modification du rythme cardiaque ou des réactions cutanées, les études de 91 et 2004. Sur le plan de la performance, on a d'abord une première étude en 95 qui a été faite sur des pianistes qui nous montre que 2 heures de travail actif couplé à du travail en imagerie mentale équivaut à 10 heures de travail actif, ce qui veut dire qu'on a un réel gain de temps. Une autre étude, enfin en 92, nous montre que du travail en imagerie mentale permet une amélioration de 30% de l'augmentation de la force maximale volontaire. Et enfin, on a d'autres études qui vont nous détailler les différents types d'imagerie mentale. En fait, on a une imagerie mentale qui est visuelle, qui va être visuelle, on va dire extrinsèque en quelque sorte à la troisième personne, c'est-à-dire je vois un film de moi en train de marcher. On a de l'imagerie mentale visuelle intrinsèque à la première personne, c'est je suis à l'intérieur de moi en train de marcher et je me vois en train de marcher tout en étant à l'intérieur de moi. Et enfin de l'imagerie mentale kinesthésique, lorsque je marche, je perçois mes débattements articulaires, mes appuis au sol, mes différentes contractions musculaires. Les dernières études montrent que l'imagerie mentale kinesthésique serait plus puissante que l'imagerie mentale visuelle pour l'apprentissage d'un mouvement. Donc, tout l'intérêt est du coup d'utiliser ces sensations proprioceptives dans de la reprogrammation neuromotrice puisque l'objectif est de modifier ou d'apprendre un nouveau mouvement. On va donc demander au patient de créer une image motrice de son geste couplée à une image kinesthésique. Le troisième pied de notre trépied, ce sont des sons de basse fréquence. Pour ancrer en sous-cortical, on va donc utiliser effectivement des sons de basse fréquence qui sont émis par un dispositif médical dans le but de passer le patient en mode alpha d'activité cérébrale, c'est-à-dire sur un rythme dont la fréquence oscille entre 7 et 14 Hz au niveau de l'EEG. Pourquoi le mode alpha? On sait que les ondes alpha ont un rôle clé dans la filtration de l'information par les neurones. Elles permettent de focaliser l'attention sur certaines activités au détriment du reste. En effet, ces ondes alpha permettent d'inhiber l'excitabilité d'une certaine population de neurones pour permettre l'hyperexcitabilité d'une autre région, et là en l'occurrence des aires motrices puisque c'est celle-là qu'on veut solliciter. Le patient est donc dans un état d'hypovigilance et en même temps d'hyperactivation au niveau de ces aires de la motricité. On va utiliser des sons pulsés qui sont situés entre 150 et 400 Hz et un son associé qui lui va être choisi par le patient entre 50 et 150 Hz. Quelques exemples de cas cliniques. Donc là, on est sur une dame qui a été opérée d'une prothèse de genou. On est à 45 jours post-opératoire. Et vous voyez qu'on a une sidération du quadriceps telle que le membre inférieur du plan de la table n'est pas réalisable, sachant que je précise qu'on est à 45 jours. Donc vous imaginez bien que les kinés qui l'ont pris en charge ont déjà effectué plusieurs choses, alors que cela est totalement possible du côté sain.
Voilà, elle réalise du côté sain. Il a donc été effectué un travail sur le quadriceps et ici en chaîne cinétique ouverte sur un mode concentrique. Où on voit qu'effectivement, on a un décollement complet du membre inférieur du plan de la table. Il y a une persistance d'un flexum actif, mais déjà, elle a pu récupérer ses capacités de contraction. Autre exemple, donc toujours dans le cadre d'une prothèse totale du genou, sur une montée d'escalier, où on voit qu'il y a un temps d'attente et d'hésitation au niveau de la montée, nécessité d'utilisation de la rampe, et qu'au niveau de la descente, il n'est pas possible d'enchaîner les marches. Il a été effectué un travail en chaîne cinétique fermée pour le coup du quadriceps, d'abord en concentrique pour la montée et en excentrique pour le travail de la descente. On voit que là, effectivement, au niveau de la montée, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide, et au niveau de la descente, un enchaînement des marches, les deux étant même effectués sans la rampe, ce qui veut dire qu'on a pu gagner au niveau de la stabilité de l'articulation. Quelles sont les limites de ce type-là de reprogrammation neuromotrice? Donc vous avez bien compris qu'on a tout un travail en imagerie mentale, donc forcément, des capacités cognitives dégradées sont un frein à ce type de prise en charge. Une atteinte mécanique franche, bah oui, on va pas réparer les os, donc il faut qu'il y ait un respect de la continuité osseuse, tendineuse, mais également nerveuse. Et en cas de patient hyperalgique, extrêmement recentré sur sa douleur, où il est quasiment impossible de le mobiliser. On est sur quelque chose qui est non intrusif et sans effet indésirable connu à ce jour. Les indications, elles sont très vastes. En orthotraumatologie, ça va concerner tout ce qui concerne la perte d'amplitude active, l'instabilité chronique, la sidération musculaire, la boiterie, la perte de force et de rapidité. Mais également, on a des indications en neurologie centrale, en ce qui concerne la régulation de la spasticité, la récupération motrice, travail sur le schéma syncinétique, mais aussi dans le domaine du sport éventuellement pour modifier un geste, par exemple dans un but de prophylaxie. Donc s'il y a bien un message que je voudrais vous faire passer ce soir, c'est que quand vous avez un patient qui vous dit qu'il y a quelque chose de différent dans son terme de ressenti, dans sa stabilité, qu'il a une gêne, ou alors quand vous avez une prise en charge qui est difficile, avec des récidives qui passent en phase chronique, ou une rééducation qui est anormalement longue, comme tous ces patients que l'on a qui traînent au cabinet dont on ne sait plus quoi faire, et malgré l'implication que vous allez pouvoir avoir dans votre prise en charge, malgré l'implication du patient, ça n'avance pas, eh bien pensez à cette notion d'inhibition motrice d'origine centrale. On va pouvoir passer aux questions. Alors, à titre d'information, en attendant les premières questions, vous pouvez trouver cet article de Kiné Actualité en formation continue qui est sorti en septembre 2019 sur les inhibitions motrices. Alors, première question. Dans les vidéos de cas cliniques, les résultats sont obtenus en combien de séances? On est sur une prise en charge sur une séance et on est sur une séance qui dure environ, là sur ces deux prothèses de genoux, on était sur des séances de une demi-heure. Une demi-heure, petite heure. Deuxième question. J'ai vu que vous faisiez de la formation, comment ça se passe? Donc vous avez effectivement des possibilités de formation qui sont sur Lyon ou sur Bordeaux.
N'hésitez pas à contacter Lisa Didier Jean, vous avez le mail ici, et vous avez également des possibilités de télécharger des documents. Vous devez avoir un petit onglet en bas à droite qui s'appelle Documents à distribuer. D'autres questions éventuelles? Bon, dans tous les cas, j'espère que ce sujet d'inhibition motrice vous aura intéressé, interpellé. Alors, une question qui vient d'arriver, à qui s'adressent ces formations? Alors, ces formations sont pour des professionnels de santé. Elles sont pour les kinésithérapeutes, accessibles aux ostéopathes et également aux ergothérapeutes dans ces cas-là. L'objectif étant bien sûr de rester dans son champ de compétences. Donc voilà, je ne sais pas si c'est des choses que vous rencontrez éventuellement dans vos prises en charge, en cabinet, sur ces inhibitions motrices. Si ce sont des choses qui vous interpellent par rapport à certains patients, vous pensez parfois à certains patients qui présentent ce type-là de pathologie. Alors, en cabinet, pardon. Est-il facile de mettre cela en place en cabinet? Oui. En fait, tout ce qui concerne la partie du bilan est normalement effectué dans vos prises en charge. Et du coup, quand vous avez la mise en évidence de cette inhibition motrice, vous avez plus qu'à mettre ça en place au niveau du cabinet. Il y a des formations donc qui existent pour se familiariser à ce procédé, surtout pour le côté travail imagerie mentale et l'utilisation du générateur de son de basse fréquence. Et dans ce cas-là, vous repartez en cabinet. La session de formation se déroule en 3 fois 2 jours. Et vous repartez au cabinet directement avec votre générateur de son. Ça se fait très simplement en cabinet. C'est quand vous êtes sur des patients que vous connaissez, ça peut facilement se faire sur une demi-heure pour recruter un muscle. Alors, vous avez déjà spécifié 2 types de représentation mentale, visuelle, mais j'ai pas compris pour la seconde représentation. Alors en fait, donc dans la visuelle, il y avait effectivement celle, je vous ai détaillé la représentation mentale, on va dire visuelle kinesthésique. Donc je vous disais troisième personne, c'est le fait de voir un film de soi en train de marcher, qui en général aide bien à la prise de conscience. C'est ce qui est également utilisé entre autres en thérapie miroir. Il y a l'imagerie mentale visuelle intrinsèque, qui elle concerne le fait d'être à l'intérieur de soi, de se percevoir en train de marcher à l'intérieur de soi, enfin de se voir en train de marcher. Et à l'imagerie mentale qui est dite kinesthésique ou en quelque sorte proprioceptive, c'est-à-dire le fait quand je suis en train de marcher par exemple, je perçois mes débattements articulaires, mes appuis plantaires, mes différentes contractions musculaires, c'est-à-dire en fait le fait d'utiliser de la sensation proprioceptive en imagerie mentale. Par exemple, dans le cadre du genou, l'extension par le quadriceps, il y a, selon le moment où vous voulez le travailler, on va dire si on est déjà sur une impossibilité, sur une sidération franche, donc juste sur du concentrique, ou alors sur un travail de stabilité à la marche, et dans ce cas-là, on est sur de l'excentrique et en chaîne cinétique fermée. Il y a le fait de percevoir cette contraction musculaire à la marche en situation et d'intégrer cette image-là
sur le plan mental. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Parfait, oui, impeccable. Alors, le coût du matériel, on est, en fait, c'est pas un achat de matériel. C'est déjà quelque chose qui concerne, c'est un pack qui concerne et un achat de matériel et une formation. Et on est sur un coût global à 16 500 euros, qui peut être échelonné en 5 ans. Sachant que la formation, je vous disais, se déroule en 3 fois 2 jours et que dans tous les cas, vous avez une première session de formation à J1, J2, qui elle, est à 500 euros et qui ne vous engage pas sur voilà, qui vous permet déjà d'avoir un premier aperçu et qui ne vous engage pas pour la suite. Et après, en fonction à l'issue de ces 2 jours de formation, si vous voulez continuer, dans ces cas-là, effectivement, on est sur la somme globale, ou sinon vous vous arrêtez à ce niveau-là. J'ai l'information complémentaire en parallèle que les 16 500 euros, c'est donc 330 euros par mois sur 5 ans. Alors, nous sommes nous-mêmes organisme de formation parce que nous sommes référencés Datadoc et nous sommes en attente de prise en charge DPC ou FIFPL. Donc Datadoc, nous on est référencé depuis début de l'année, si je dis pas de bêtises. Et faut savoir que quand on est référencé Datadoc, ça veut dire qu'on répond aux 21 critères de qualité qui sont fixés par le décret de la loi relatif en qualité des organismes de formation continue. Alors, actuellement, non, actuellement, nous n'avons pas de prise en charge des PC. Je vous en prie. Alors, proposez-vous d'autres formations? Oui, on a également un pack qui est dit formation sport, soit pour se perfectionner dans le domaine du sport en tant que professionnel de santé, soit complètement séparé en ce qui concerne plutôt les préparateurs physiques, mais toujours en restant bien sûr dans le champ de compétences impliqué. On a également une formation en neurologie centrale sur la prise en charge de tout patient ayant une pathologie de neurologie centrale, que ce soit ensuite d'AVC, médulaire, Parkinson ou je vais y arriver, sclérose en plaques ou même paralysie cérébrale, sur un peu remise au point des différentes bases de prise en charge en neuro. J'espère que ça a répondu un petit peu à vos questions. Je vous le rappelle, si vous le souhaitez, quand on vous envoie la présentation, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à en faire la demande. Je vous rappelle les documents à télécharger qui sont dans le petit onglet en bas à droite sur documents à distribuer. Voilà.
Je vais donc clôturer ce webinaire. Je vous remercie de votre attention et de votre participation et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser prochainement.